Bonjour et bienvenue au carrefour des idées avec à l'affiche pour vous aujourd'hui l'ouvrage qui a pour titre « Les rescapés du silence ». Son auteur, Namori Fofana, nous fait l'immense plaisir, il va nous tenir compagnie tout le long de ce numéro. Mesdames et messieurs, l'émission Parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, c'est tout de suite. Les rescapés du silence. Dans un contexte où tout est réduit au silence, l'assourdissant silence. Oui, un silence qui tue, parce qu'on sait tue. Un silence qui menace parfois notre existence. Mais on souffre en silence, sans pouvoir se faire entendre, devient un périlleux silence. Ainsi, un bris de silence s'impose comme une exigence. Celui qui s'affranchit et silence pour se faire entendre en résonance est un rescapé du silence. Bonjour Namori Fofana. Oui, bonjour Monsieur Koné. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de Parenthèse. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, mesdames et messieurs, Les rescapés du silence. C'est un recueil de poésie. L'ouvrage est publié chez les éditions Artige. Vous nous apprenez, c'est donc l'éditeur est au Sénégal. Et donc, c'est votre premier ouvrage. Hein. Mesdames et messieurs, nous accordons beaucoup d'attention aux jeunes plumes. Namori Fofana est une jeune plume. Alors, dites-nous, les rescapés du silence, on va commencer peut-être par parler du titre. Hein. À quoi nous renvoie ce titre, les rescapés du silence? Merci pour la question. Les rescapés du silence, c'est un titre inspiré du silence coupable, du silence assourdissant. Vous savez, suite à chaque événement peureux, il y a deux catégories de personnes. La première catégorie, on va les appeler les victimes, c'est qu'ils ont succombé sous le fait du silence, sous le poids du danger, disons. Et il y a une deuxième catégorie sortie indemne du danger. On va les appeler les rescapés. Ça peut être crasse d'avion, ça peut être une inondation, ça peut être un incendie, tout autre événement calamiteux. Donc, il y a les victimes, mais aussi les rescapés. Donc, moi, j'ai fait une analogie pour dire que s'il y a pour chaque danger une victime et un rescapé, le silence aussi, je le considère par endroit, à certains égards, comme un danger. Donc, il fait aussi des victimes, mais aussi des rescapés. Donc, les rescapés de silence constituent l'ensemble de ces personnes-là qui, devant la nécessité de parler, se décident pour dire que le silence ne m'abattra pas. Et donc, prennent la parole pour exprimer leurs ressentis, pour donner leur point de vue par rapport à l'évolution ou au fonctionnement de leur famille, de leur société, même de leur vie sentimentale. Les rescapés du silence, belle entrée hein, avec donc l'auteur Namori Fofana, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est donc l'auteur de cet ouvrage, Les rescapés du silence. C'est un joli voyage que nous vous proposons tout le long de ce numéro. Et puis, puisqu'il s'agit de poésie, on n'a pas toujours l'occasion, mesdames et messieurs, de se balader en poésie. Alors, on va peut-être commencer par la préface. Votre ouvrage a été préfacé par Sitan Siné Sidibé, et donc un jeune auteur aussi qu'on a déjà reçu ici, avec l'ouvrage Le Grand Paradoxe. Oui, du Grand Paradoxe. Donc, il explique un tout petit peu, mais c'est bon, c'est plus des éloges qu'il vous fait dans la préface. Hein. Il nous parle un peu moins de l'ouvrage, il parle beaucoup plus de vos qualités, ce qu'on comprend. On peut même peut-être en dire deux mots au niveau de la préface. Aucune prison n'est plus destructive que celle qui met l'être dans un monde où son esprit et sa langue sont confinés. Elle enlève en lui sa personnalité, le faisant passer pour une girouette condamnée à vivre selon le moi d'autrui, tel un zombie. On peut se permettre d'avancer encore, voulant mettre en exergue les dangers de cette dévastation,
de l'homme qui le prive de sa langue face à un monde enfoui dans une perpétuelle immoralité, mon frère jumeau par intimité et complicité, en l'occurrence Monsieur Namori Fofana, nous présente ce coup de maître poétique alors qu'il n'est que son coup d'essai, qui fait voyager spirituellement ses lecteurs dans des corridors de l'art versifié. Alors, tout de suite, cet art versifié, donc on va rapidement aborder ces vers. C'est pour ça que j'ai dit que il vous a gratifié d'éloges dans la préface. Mais toujours dans cette même préface, il y a un bel extrait qui nous est proposé par notre ami Sita Siné Sidibé. C'est l'occasion pour nous de faire un petit coucou à notre ami Sita Siné Sidibé. Et donc, on a cet extrait que je vais partager avec nos téléspectateurs. Les rescapés du silence, un titre qui appelle notre conscience à quitter dans la somnolence, se servant des mots pour briser la chaîne, prenant la plume pour bannir la haine. Prenons la plume pour bannir la haine, passons par l'art pour infliger la peine à ceux qui confisquent nos choix, à ceux qui tuent en nous nos voix, à tous ces prédateurs qui nous prennent pour leur proie. Félicitations. Alors, c'est un immense plaisir pour moi parce qu'effectivement, c'est toujours agréable de lire des vers. Je ne suis pas en train de dire que la prose n'est pas intéressante, mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous recevons les textes de poésie. Et alors, ça va nous donner l'occasion, avant de vous entendre sur le premier texte que vous présentez là, je voudrais déjà vous demander, pour jeunes poètes, on va dire en début, qu'est-ce qui vous a attiré vers la poésie? En réalité, c'est la littérature qui m'a attiré, parce que c'est un moyen d'expression d'une société. Tout d'abord, j'ai commencé par la prose. Je suis dans le roman aussi et d'autres arts littéraires. Mais pour cette première parution, j'ai voulu dénoncer plusieurs choses à la fois. Et comme le nom indique, on dit recueil de poèmes, ça veut dire que c'est un assemblage de textes. Alors que si on est dans la logique du roman, on va former de l'intrigue tout autour d'une histoire centrale. Il y a ces contraintes-là. Alors qu'on veut dénoncer plusieurs choses à la fois face à l'urgence de dénoncer, comme le titre indique, les rescapés du silence. Donc j'ai choisi les arts poétiques pour pouvoir dénoncer tout cet tas de problèmes qui gangrènent notre société. Oui, mais attends, attendez, on ne peut pas dénoncer en étant en prose? Un texte en prose, on peut bien dénoncer. Bien sûr, on peut le faire, mais je disais que la poésie permet, par son système d'assemblage, si je vous propose un roman qui aborde même 20 sujets, ça vous ennuie là. Mais alors qu'avec le recueil de poèmes, on peut faire un assemblage autant de fois qu'on veut, de textes différents qui abordent différentes thématiques, alors que quand on est dans le roman, on est limité dans le nombre de thématiques pour ne pas embrouiller quand même ses lecteurs. Vous aviez envie de dévorer beaucoup de sujets à la fois. Mesdames et messieurs, si vous venez seulement de vous joindre à nous, nous avons sur le plateau aujourd'hui Monsieur Namori Fofana. Il est l'auteur de ce recueil de poésie, Les Rescapés du silence. C'est le titre donc de son ouvrage. C'est le tout premier ouvrage qu'il vient donc de publier chez les éditions Artige du côté du Sénégal. Alors, on va maintenant, à présent, on va faire un premier pas dans votre ouvrage. Le premier texte que nous avons dans votre ouvrage, il a pour titre « Un prisonnier ».
Alors, dites-nous-en un tout petit peu avant que nous ne découvrions les vers qui sont donc là-dedans. J'ai envie de dire aussi à l'attention de nos téléspectateurs, c'est que c'est un ouvrage qui est très accessible, qui est très aéré, qui est d'une finesse, on va dire, très agréable hein, en termes de lecture. D'ailleurs, on ne va pas se priver, hein, l'auteur et moi, de partager des moments de lecture. Alors, dites-nous, donc le premier titre de votre texte, enfin le premier texte dans ce recueil est titré « Un prisonnier ». De quoi s'agit-il? Parlez-nous-en un tout petit peu avant qu'on ne donne aux téléspectateurs l'occasion d'écouter, d'entendre ces vers. D'accord. La question des prisonniers m'interpelle très particulièrement. Si fait que même je viens de boucler un master, je suis sur la voie de boucler un master en droit privé. Le thème que j'ai choisi encore pour mon mémoire, c'est la détention provisoire. Ça veut dire que la situation des prisonniers m'interpelle parce que la prison en réalité ne doit pas être un endroit où on envoie ce qu'on entend exclure du débat politique, ce qu'on entend exclure, priver, si vous voulez, de leur liberté d'expression. Donc ce titre est inspiré de tous les prisonniers politiques qui se sont vus dans la géole et privés de leur langue et à cause de leur prise de position, ils se sont retrouvés en prison. Et ce qui est grave encore est que le procès n'est jamais tenu, parce que dans certains cas, ils sont là, les charges ne sont pas suffisantes, mais on veut juste se débarrasser d'un adversaire politique, il faut le loger là. Donc ce premier texte parle de ces prisonniers-là et de leur situation. Ils croupissent entre les quatre murs de la prison sans pour autant organiser un procès, ce qui est une violation des droits de l'homme. Ça n'honore pas l'état de droit. Et donc, alors, on va peut-être pas ouvrir de débat sur la question, mais la prison, elle fait partie de la vie. C'est, je veux dire, quand des gens enfreignent à la loi, c'est normal qu'ils y aillent où je sais pas, où il y a des éléments précis sur lesquels votre texte porte. Mesdames et messieurs, les rescapés du silence de Namori Fofana, donc le premier texte tout de suite à partager avec vous. Un prisonnier, c'est le titre de ce premier texte. Je suis un prisonnier qui frissonne dans l'humidité hivernale de la prison. Sur tout mon corps, j'ai des démangeaisons qui témoignent ces traitements sans raison de ces hommes qui ont perdu la raison. Mon pays est pourtant signataire des traités, mais sur son sol, je suis maltraité. Après que j'ai été arbitrairement arrêté, pour avoir exprimé ma volonté de voir mes concitoyens vivre dans la félicité. Je suis un prisonnier, détenu en violation de toute procédure. L'ordre a juste été donné pour me conduire dans la geôle où il y a des ordures. Et j'y suis depuis une longue durée, au-delà même de la durée. Aucune procédure pour me juger. Comment vont-ils me juger, sachant que je suis celui qui a refusé de voir les choses de manière figée. Voilà pourquoi je suis un ennemi à abuser. Sinon, même hier, j'ai écrit au procureur pour lui dire que mon arrestation fut une erreur, qu'il n'a jamais commise dans sa carrière et qu'il ne pourra plus faire marche arrière. Quand il saura que je ne suis pas une personne meurtrière, je lui ai pourtant précisé dans ma lettre d'hier. Donc ça, c'est le premier texte, évidemment, que j'ai choisi de le lire tout seul. On vous donne l'occasion de vous-même de lire. Donc, en fait, on a ce premier texte, et effectivement, que vous écrivez, et on entend, justement, par rapport à ce que vous étiez tout à l'heure en train de dire, on entend justement
je veux dire, cette dénonciation qui concerne cette arrestation, c'est le fait de mettre donc justement des personnes en prison. Voilà, il apparaît clairement votre opposition face à cet état de fait. Justement. Il se trouve que la prison, comme vous l'avez dit, c'est une usine de transformation. Quand on y va, ce n'est pas dans tous les cas pour nous faire du mal. Parfois, on s'est mal comporté face aux valeurs, aux normes sociales. Parce que chaque société est régie par des règles. Et ce n'est pas mauvais que ceux qui viennent, ceux qui transgressent ces règles-là partent en prison si c'est ce qui peut les réparer pour qu'ils reviennent dans la société. Mais lorsque cette prison-là est utilisée pour faire souffrir, pour faire subir certains des humiliations les plus atroces, donc il faut dénoncer. Je vais dire dans ce texte-là que ceux qui doivent aller en prison doivent aller dans les règles de l'art et avec le respect absolu de leurs droits, puisqu'il y a des textes aussi nationaux et internationaux qui consacrent les droits des prisonniers. Et il y a même les règles pour qu'on y aille. Donc il faut respecter toutes ces législations-là. C'est pourquoi j'ai, dès le début de cet ouvrage-là, abordé la question pour interpeller la société par rapport à ça et pour même donner la parole à ces prisonniers-là pour qu'ils, dedans ou dehors, qu'ils défendent leurs droits. Les rescapés du silence avec Namori Fofana sur notre plateau pour faire la causette autour de cet ouvrage. Donc un ouvrage, un recueil donc de poésie, hein, et donc qui nous est proposé par l'auteur. Alors on a parlé de prisonniers. Et un sujet qui vous tient à cœur, on comprend bien donc que vous avez choisi d'ouvrir votre ouvrage avec ce premier texte. Et puis juste après, nous avons le deuxième texte, hein, qui est le pouvoir. Et en dehors du texte, c'est quoi le pouvoir? Qu'est-ce qui vous amène à explorer le pouvoir dans ce deuxième texte? Qu'est-ce qui vous amène à questionner le pouvoir dans ce deuxième texte? Dites-nous. Le pouvoir, c'est tout le problème qui se trouve dans nos sociétés, dans nos différentes sociétés. Le centre d'éclosion, c'est ça. Le centre d'éclosion de ces problèmes-là, c'est ça. Un pays, c'est une orientation. Un pays, son bien-être dépend, si vous voulez, de l'orientation que lui donnent ces politiques. Donc, si la politique, le pouvoir, on aime à le dire, hein, que si la tête du serpent est coupée, le reste devient de la ceinture. Oui. Donc, ce pouvoir, c'est pour interpeller aussi ceux qui le détiennent, comment ils doivent se comporter. C'est d'être à l'écoute du peuple. Et savoir que si on est là aujourd'hui, comme disait Rousseau, c'est par un contrat social. C'est parce que dans la société, s'il n'y a pas de président, nous sommes tous présidents. Jusqu'à l'adoption d'une loi, nous renonçons à notre pouvoir-là pour donner ça à une personne qui nous représente. Il n'est pas le meilleur parmi nous, mais on a décidé juste que ce soit lui, parce qu'on ne peut pas être tous là-bas, qu'il nous représente. Alors qu'il tienne compte de nos ressentis, qu'il tienne compte de nos cris de cœur, et quand ça ne va pas, qu'il ne s'entête pas, c'est ce que je dis, qu'il soit à l'écoute du peuple, qu'il soit affable, et que ce même peuple vienne lui parler et qu'il soit sensible aux problèmes de la société. C'est pourquoi j'interpelle ceux qui ont le pouvoir et comment ils doivent se comporter. Ali, on va lire ce deuxième texte à deux, hein, et dès que je commence, vous prenez la suite. Hein. Le pouvoir, mesdames et messieurs, les rescapés du silence, recueil de poésie avec l'auteur lui-même sur le plateau, bien sûr, Namori Fofana. Le pouvoir dicte un devoir. Il oblige son tenant à se mouvoir pour savoir ce qui est à prévoir. Le peuple l'aidera ainsi à concevoir.
ce qu'il aspire voir au prix de ses avoirs. Cela est vraiment bon à savoir par un tenant du pouvoir. Car il n'a de compte à rendre qu'au peuple, qui attend ses efforts au triple pour le tirer du gouffre. Si terrible, il doit être dans ce cas affable. Ça lui rendra très aimable, et il ne sera pas dans ce cas le seul coupable, ou du moins le seul blâmable. Ça lui rendra encore plus capable. Le pouvoir dans sa forme nouvelle interdit qu'on s'entête. Quand on est à la tête, on respecte ceux qui nous ont confié la tête, en ayant sous le soleil leur tête. Savoir qu'ils ne sont pas des bêtes et éviter de faire périr leur tête. En les écoutant dans leurs requêtes, au lieu de les tuer sans enquête. Comme on le faisait en période de quête du pouvoir dans tous les couloirs. En ayant en tête, ce sont eux qui nous ont donné le pouvoir. Qu'on ne l'aurait jamais eu sans leur pouvoir, sans leur vouloir. Savoir cela est un devoir. Si on ne veut pas pousser le peuple à nous en vouloir et regretter de nous avoir donné le pouvoir, à nous exiger de ne plus s'en prévaloir. Alors, je vais me permettre, parce qu'effectivement, ce texte, je le trouve agréable. Je vais vraiment reprendre le dernier paragraphe. Comme on le faisait en période de quête du pouvoir, dans tous les couloirs, en ayant en tête que ce sont eux qui nous ont donné le pouvoir, qu'on ne l'aurait jamais eu sans leur vouloir. Savoir cela est un devoir. Si on ne veut pas pousser le peuple à nous en vouloir et regretter de nous avoir donné le pouvoir, à nous exiger de ne plus s'en prévaloir. Alors, j'ai vraiment envie je prends plaisir à votre texte et vous parlez du pouvoir comme si il s'agissait de prévenir, hein, d'interpeller, voilà, et de dire faites attention au pouvoir. On vous cède le pouvoir, mais souvenez-vous du moment où le pouvoir vous qu'il a une origine. Voilà, il y a une origine. Oui, justement. Comment vous pouvez résumer ce texte hein? Je dis, alors nous sommes page 9 et c'est le pouvoir, le titre de ce texte. En quelques mots, si je vous demandais de résumer ce magnifique texte, hein, il est très léger, mais en même temps, il est à la fois léger et très profond en termes de message. Je ne parle même pas aussi de la forme en termes d'esthétique, les vers, cette fluidité avec laquelle vous nous faites, hein, vous faites voltiger le lecteur. D'accord. Je vais dire que chaque dirigeant doit son pouvoir à un peuple. Ce peuple mérite respect. Ce peuple mérite attention. Si on est là-bas, c'est pour répondre à ses besoins. Le cas contraire, dans certains cas, le peuple se verra dans l'obligation de vous faire partir, et quels que soient les moyens dans ce cas. On est là, la patience a une limite. On vous a mis là-bas et puis on a des attentes, des aspirations. À un moment donné, vous n'êtes plus à l'écoute du peuple. Vous vous croyez invulnérable. Vous vous divinisez, le peuple vous dira que non, vous n'êtes pas un Dieu, le pouvoir là, ça vient de nous. Ça se passe un peu partout. Le peuple fait recours à sa dernière force, même en descendant dans la rue, en faisant d'autres événements qu'on ne peut pas décrire ici, pour quand même arracher ce qui lui est dû. La redevance donc au pouvoir, ce deuxième texte de cet ouvrage, Les rescapés du silence de Namori Fofana. Namori Fofana qui est donc sur notre plateau pour faire la causette autour de cet ouvrage. À partir de là, mesdames et messieurs, si vous venez seulement de vous joindre à nous, évidemment, vous n'avez rien perdu. Nous avons commencé il y a un peu plus d'un quart d'heure avec Namori Fofana sur notre plateau autour de son ouvrage Les rescapés du silence, recueil de poésie. Et évidemment, on en parle sur le plateau de l'émission Parenthèse avec beaucoup de plaisir.
Je souris beaucoup quand il s'agit de poésie parce que donc on est dans le voyage et on est comme un papillon qui voltige entre les mots, les idées, les vers et donc toute la composition créative hein, de l'auteur qui nous livre quelque chose à savourer, hein, littéralement, à savourer en poésie. C'est un immense plaisir de vous avoir sur ce plateau, Monsieur Namoré. Le troisième texte, je dois y aller. Là, on est complètement dans un autre titre, hein, qui est complètement différent de la prison, enfin un prisonnier, justement. Et puis ensuite le pouvoir. Là, c'est carrément une expression hein, qui dit « je dois y aller ». Où allez, dites-nous, et c'est quoi cet autre texte hein? Il parle de quoi? Quelques mots avant, comme on l'a fait pour les autres textes. Ce texte parle de l'immigration clandestine. Je dois y aller. C'est la volonté exprimée par bon nombre de jeunes aujourd'hui à quitter le pays suite à une gestion chaotique, quelque peu chaotique de leur nation. Et se disent qu'il n'y a plus l'espoir de vivre dans ce pays, puisqu'on y mène une vie de, comme disait l'autre là, une vie de merde dans un pays de merde. Donc il faut quitter. Ils trouvent ça comme une nécessité. À l'intérieur du texte, vous verrez, même au prix de sa vie, on s'engage. J'ai suivi une histoire comme ça à la télé, quand on voulait faire retourner quelqu'un qui tendait à rejoindre l'autre bout du monde. Il a dit je préfère que je sois tué que de me faire retourner ce mois. Donc ça veut dire que ça décrit tout le problème, parce que si on préfère même la mort que de revenir dans son propre pays, ça veut dire que c'est vraiment une descente aux enfers, hein, nos États. Donc, vous comprenez cet état de fait, cette espèce d'engagement mortel pour l'immigration de la part de jeunes, hein, juste avant le texte. Et personnellement, comment est-ce que vous comprenez cela, vous? Je comprends. Parce que même si moi je n'irai pas, mais quand j'écoute les autres, je trouve tout de suite qu'il y a... ils ont les raisons. Ils ont les raisons. Parce que dans la... C'est pas qu'il y a, je veux dire, voilà, que c'est un peu incompréhensible qu'il y a un peu d'ignorance aussi. De croire que... de l'autre côté, c'est voilà, l'Eldorado. Je ne sais pas, enfin, je ne juge pas, mais je me dis, vous, c'est bien de savoir, jeune que vous êtes, en tout cas vous êtes moins jeune que moi, quel est le regard que vous portez sur cette problématique précisément. D'accord. Le texte, je fais parler quelqu'un, ça c'est de l'art. Quelqu'un qui est motivé pour aller. Oui, mais là, c'est vous qui... D'accord, je vais y revenir. Oui. Donc, quelqu'un qui veut y aller me donne ses raisons de partir. Quant à moi, je n'irai pas parce que je me dis qu'on peut construire ici un avenir en apprenant, en se formant et en continuant. Je pense qu'il n'y a pas une terre de réussite. Hein. Il n'y a qu'une personne qui réussit et qui se bat et qui se donne des objectifs et qui réussit. Donc dans chaque métier, que ce soit aujourd'hui le journalisme, que ce soit l'avocature, que ce soit la magistrature, que ce soit... Il y a des gens qui ont fait de brillantes carrières, hein, mais qui doivent leur formation à la Guinée, qui doivent leur parcours à la Guinée, et qui sont produits et fruits purs et durs des universités guinéennes. Donc on peut se former là en apprenant des métiers. Il se trouve parfois que même quand on va de l'autre côté, on fait des choses là-bas. Si on les fait ici aussi, on quitte dans notre état-là. Parce qu'il y en a qui vont là-bas, ce sont eux qui arrosent les jardins et autres. Alors que là, tu n'as même pas... Il y a une terre cultivable très fertile que tu peux trouver, chacun peut trouver dans son village, l'aménager pour faire, par exemple, de l'agriculture. Donc, plus que de partir. Moi, je ne partirai pas, mais je donne la parole à quelqu'un ici qui est motivé de partir et qui donne ses raisons.
Allez, donc Namori donne la parole à quelqu'un qui veut partir en Occident. Ça, c'est dans le 3e texte de son recueil de poèmes et on va écouter la parole de cette personne. Je dois y aller, donc on va y aller. Il faudrait que j'y aille, c'est pourquoi je vous dis bye. Avant qu'on ne se revoie, je sais que ça fera un bye, mais je préfère aller y chercher du travail, même en empruntant la voie illégale, au risque de possibles funérailles, pour ne pas que je devienne ici canaille. Alors, il faudrait que j'y aille. Je sais que là-bas n'est pas de l'Eldorado, mais j'essaierai de vivre dans vos dos. Je ne reviendrai que quand j'aurai du bonheur pour au moins dire au revoir au malheur qui me foudroie en plein cœur. Il est vraiment pour moi l'heure de sasser toute cette galère. Je dois y aller, je parle de l'Occident. Quelques jours suffiront pour voir mes dents. Je serai aussi à l'abri de cette gouvernance, de ces personnes sans pertinence pour ne pas voir périr ma descendance. Alors, il n'est pas très long. C'est vrai aussi que dans votre ouvrage, je disais au début que c'était très accessible, hein, mesdames et messieurs, et c'est pas faux. Ce texte-là, je dois y aller. Je crois qu'il y a 4 paragraphes, hein, et puis on peut même compter rapidement les vers, et c'est extraordinaire. On voit souvent des vers pairs, hein, et puis quelquefois c'est croisé, hein, vous variez. Vous pouvez nous en dire quelque chose ? Qu'est-ce qui vous fait choisir les vers, si vous les mettez en paire ou si vous les croisez? Qu'est-ce qui vous les fait choisir? L'inspiration, ça vient tout seul? C'est l'inspiration, je suis ma muse. Quand elle me propose telle ou telle catégorie de rimes, de vers, c'est ce que j'écris, c'est ce que je couche sur papier. Et parfois, vous savez, une suite logique, hein, on prend une idée, quand ça termine, on est obligé de s'arrêter là. Donc c'est l'idée, l'enchaînement des idées qui dicte le nombre de vers dans chaque partie. Il suit sa muse et il s'amuse aussi en même temps. J'essaye de faire ma rime aussi. Mesdames et messieurs, le livre a pour titre Les Rescapés du silence. Son auteur, c'est M. Namori Fofana qui est sur notre plateau avec nous-mêmes là en chair et en os et on fait la causette avec lui. Alors on va passer au prochain. Là on suit vraiment histoire de faire partager, faire découvrir en même temps à nos téléspectateurs, mesdames et messieurs, ce recueil de poèmes qui est venu illuminer notre plateau aujourd'hui dans ce numéro avec M. Fofana. Donc on est sur le 4e texte qui est donc l'injustice de la justice. C'est vrai que vous abordez comme ça des thématiques très fortes, et ça se voit aussi quand vous en parlez, que vous tenez à ces questions-là, et donc que vous les abordez dans l'ouvrage. Et puis effectivement, vous avez peut-être pas tort d'avoir dit j'ai choisi la poésie parce que effectivement je peux me permettre d'aborder autant de sujets que je souhaite, puisque c'est un recueil. Je peux partir d'un sujet A à un autre sujet X, et c'est effectivement ce que l'on découvre. Et à présent, on parle de l'injustice, et ça se trouve dans la page 12 de l'ouvrage, mesdames et messieurs. On vous recommande l'ouvrage, veuillez bien entendu vous en procurer. C'est un régal, c'est une lecture de plaisir. Effectivement, pas besoin forcément d'avoir un grand moment de concentration pour entrer, et c'est d'une légèreté et d'une finesse qui est très attachante. L'injustice de la justice. Je vous laisse aller là-dessus. La justice n'est pas juste quand elle juge sans justesse. La justice devient de l'injustice quand il y a tant de justice pour chaque catégorie de justiciables. Cette façon de juger est si injuste. Une justice taillée sur mesure, créée de l'injustice dans la cité et ne rassure point les justiciables, qui ne verront en elle qu'une injustice. Pour sa lenteur, pour le pauvre, et sa diligence pour le coffre, pour juste offrir des moyens matériels, un confort si éphémère, mais aussi amer, c'est le maître de l'univers, c'est qui nos actes seront découverts. La justice porte le nom d'une vertu. Elle doit satisfaire la mission dont elle est revêtue. Ces hommes doivent être conscients de cette faveur de l'omniscient qui leur a accordé une partie de sa science. Oui, juger est un attribut du Tout-Puissant, devant qui nos juges comparaîtront impuissants.
le jour de mon mariage. Vous nous avez parlé de ce texte. Hein. On a bien vu que vous aviez envie aussi de parler, de lire. Mais il est tout court, justement. Hein. C'est quelque chose c'est frustrant dans votre ouvrage, qu'on commence tout de suite un texte et puis vous nous sévrez. Hein, au moment même où on commence à savourer, on va dire, le texte, et il est fini. Oui, parce que, comme on aime à le dire, la bonne sauce ne dure pas dans la marmite. Et puis, la lecture, les écrivains disent, on ne nous lit pas, mais il faut inciter à la lecture par ce qu'on propose et aussi parfois aider les gens à te lire. Et si on peut se résumer toutes les fois que c'est possible de le faire. Et moi, en écrivant ce recueil de poèmes, j'avais même une pensée pour ceux de l'école primaire. Donc, je me disais qu'il faut donner quelque chose qui soit accessible, même à ce niveau-là. Parce que si Camara Laye aujourd'hui est l'un des écrivains les plus lus, c'est à cause aussi de son style qui est accessible. Les autres littéraires de l'Occident, et puis c'est l'auditoire, le lecteur qui est visé. Le lectorat, c'est un lectorat bien hautement averti, c'est sa langue aussi. Alors qu'ici, quand on écrit, on s'adresse à nos frères depuis l'école primaire, le collège et puis le lycée. Donc on n'a pas intérêt de coder l'écriture pour la rendre inaccessible. Le jour de mon mariage, donc tout ça pour me convaincre que vous avez raison de ne pas faire le texte long. Alors, on va essayer tout de même de parler de ce texte. On va peut-être le lire rapidement ensemble pour partager avec les téléspectateurs. Le jour de mon mariage, j'irai dans mon village pour juste associer le voisinage, sans faire de parrainage, encore moins de marrainage, pour voir ma femme sans maquillage. Je n'ai pas assez d'argent pour inviter toutes ces bonnes gens. À plus forte raison, me faire garder par des agents. J'éviterai aussi le son de l'orchestre si agaçant pour me contenter de celui du tam-tam si amusant. Je crois que cela n'est pas du tout déplaisant. Je ne veux pas ce mariage si cher, comme si c'était une vente aux enchères, pour le ressentir jusque dans ma chair. Je pense que c'est une simple histoire de cœur que je dois juste chanter en chœur avec mes frères et sœurs. Alors, permettons-nous de décortiquer un tout petit peu. Je l'ai dit, ce texte, il est beau, il est agréable. Là, on est loin de la prison, on est loin du pouvoir et tous ces problèmes. Oui. On est au cœur du mariage. Et le mariage, c'est l'union. Le mariage, c'est la sacré. Rencontre. Oui, oui. Et puis, c'est sacré. Oui. Mais avec des mots simples, comme ça, vous dites, et on va prendre le premier vers. Hein. Le jour de mon mariage, j'irai dans mon village. Mariage, village. Pour juste associer le voisinage sans faire de parrainage. Pour juste associer le voisinage sans faire de parrainage. Voisinage, parrainage. Encore moins de marrainage. Donc, parrainage, marrainage pour voir ma femme sans maquillage. Alors, dites-nous. Comment ça s'est arrivé? Comment vous avez composé ça? Au fait, ce titre, je l'aime bien parce qu'il dénonce cette autre réalité sociale. Aujourd'hui, nos sœurs qui se marient, comme j'aime à le dire, veulent battre tambour et trompette avant d'aller leur mari. Et un mariage pompeux, le mariage pompeux, tout tintamaresque, hein, oui. Et puis pas mal dit ça. Ouais, donc on fait tout un vacarme autour des mariages. On veut que tel ou tel artiste soit là pour qu'on aille sur son mari. Donc, si j'ai dit au village, parce que là-bas, j'ai vu des mariages tout simples. Il y a le tam-tam, il y a le batteur et quelques femmes qui accompagnent la femme. Puis, il y a la calebasse. Je ne sais pas c'est en quelle année, même maintenant, nos villages sont affectés. Hein. Oui, mais effectivement, je suis d'accord. Donc, c'est pourquoi je l'ai dénoncé. Je l'ai dénoncé parce que je me dis que parfois, certains se livre à un tel mariage, l'époux est parfois même obligé de prendre un bon
dans son lieu de travail parce Oui, que son salaire ne permet pas s'endetter, son salaire ne permet pas de financer un tel mariage pompeux. Donc, il est obligé de s'endetter. Parfois même si au lendemain du mariage, le couple a des difficultés même de subvenir à ses besoins les plus élémentaires. Donc, j'ai composé cela pour inviter nos sœurs et à faciliter le mariage parce que c'est une question de vie, c'est une question de cœur. Je le dis à la fin que c'est une histoire de cœur, mais ce n'est pas une vente aux enchères. Quand c'est la vente aux enchères, qui dit mieux, oui. Voilà, jusqu'à trouver le prix parfois le plus élevé. Donc ce n'est pas ça, c'est une histoire de cœur. Voilà, et qu'on vienne vous trouver le matin, que votre femme est là, quoi. Donc, qu'on adopte ce style-là. Aujourd'hui, certains, j'aurais appris qu'à Zérékoré, il y a un pas dans ce sens-là. Le mariage devient de plus en plus facile là-bas. Et puis, j'invite tout autre à choisir un mariage plus simple et moins coûteux. Le jour de mon mariage, donc c'était très bref. Là, on peut se permettre de dire ça, très bref, même s'il reste très attachant comme texte, mesdames et messieurs. Les rescapés du silence de Namori Fofana, qui nous fait le plaisir de venir faire la causette avec nous autour de son ouvrage sur le plateau de parenthèse. Un immense plaisir, un moment de poésie jeune plume, bien sûr, mais effectivement lucidité, détermination, engagement, effectivement, à toucher beaucoup de questions comme ça, même si on trouve que, ça c'est du point de vue du lecteur, même si on trouve que voilà, ça survole les sujets. Justement. Voilà, c'est pas désagréable non plus, mais ça rentre pas en profondeur. On aurait aimé en savoir davantage. La prochaine fois, la prochaine publication, on souhaiterait rentrer un peu plus en profondeur pour creuser davantage. Alors, le prochain texte que nous avons a pour titre « Nos religieux ». Alors, décidément, vous êtes décidé à vous attaquer à tous les sujets. Hein. Là, on arrive à la religion. On va se plier à notre petit exercice qui est agréable. Nos religieux, ils sont chrétiens ou musulmans. Des musulmans qui mentent, qui manigancent pour juste manger. Des chrétiens qui sourient aux francs, les empêchant ainsi d'être francs. Leur religion enseigne pourtant la francise, mais ils sont sans croyance assise. Ces religieux qui peuvent tout faire, qui disent tout sans rien taire. La religion impose pourtant des limites, mais ils sont en grand nombre ceux qui imitent. Les religieux doivent entretenir des relations fraternelles, mais ils sont aujourd'hui si cruels comme s'ils ne rencontreront jamais l'Éternel dans leur cercueil. Alors là, ce texte, il est fini. Je dis, tous les textes sont tout courts. C'est comme des chansonnettes. Les textes apparaissent au lecteur comme des petites chansonnettes qui commencent la musique et puis juste après, c'est fini. Mais j'ai envie de dire, ce texte-là, sur les religieux, il reste très moraliste. Hein. Votre ouvrage, d'ailleurs, sur l'ensemble de tous les textes que le lecteur peut découvrir, il y a cette dose de morale qui a emprunt dans l'ouvrage. D'où vous vient cette morale, cet attachement à la morale? Par cours, j'ai commencé, tout à l'heure vous l'avez lu, par l'école coranique. Donc j'ai commencé par l'école coranique et je suis issu d'une famille d'imams Fofana. Donc dès le jeune âge, tout à l'heure, la volonté des parents c'était de me voir prêcher dans la mosquée en qualité d'imam parce que le village où on est, les Fofana qui sont là-bas sont venus pour ne devenir qu'imam. Et par le pur hasard des choses, nous nous sommes retrouvés à l'école. Mais dans mes écrits, parfois, c'est comme si les mains de mes aïeux me hantent et je me fais le devoir parfois de faire de la morale comme si... Vous étiez à la mosquée, donc votre vocation d'imama
qui est plutôt familial, se retrouve dans votre plume. Justement. Donc en réalité, vous restez toujours le Fofana imam, mais qui utilise son imama, en tout cas sa vocation d'imam aussi dans ces textes pour véhiculer, pour prêcher la bonne parole, pour prêcher le bon comportement, pour prêcher la bonne vertu. Fofana, merci beaucoup de nous faire part, de nous avoir fait partager cet ouvrage parce que ce texte, comme les autres d'ailleurs, non religieux, reste intéressant. Et c'est percutant, je veux dire, c'est percutant sur certaines situations. Ils sont chrétiens ou musulmans, des musulmans qui mentent, qui manigancent pour juste manger. Félicitations. Alors, un autre texte, c'est pour dire aussi aux téléspectateurs, effectivement, qu'on peut le lire, cet ouvrage, même en courant, en fait. On peut le lire en courant, comme on le fait maintenant d'ailleurs. Nos votes, on y va. Nous votons sans conviction pour des leaders sans vision, qui sèment entre nous la division. Ils nous plongent dans la confusion et se livrent à la concussion, une forme fréquente de corruption. Nous votons pour notre ethnie qui fait que notre souffrance continue sans espoir qu'elle discontinue. Dans la main de ces leaders de grande ignominie qui nous font vivre dans une précarité infinie et nous réduisent en des hommes démunis. Ils n'ont aucun projet de société, mais nous continuons à les voter, même sachant leur cupidité, qui nous condamne à vivre dans la précarité, qui risque de demeurer pour la pérennité. Je trouve que c'est intéressant. Nos votes, effectivement, et comme ça aussi, comme les autres textes que nous avons partagés sur ce plateau, pour nos téléspectateurs aussi, vos textes font toujours écho à la réalité. Vos textes sont emprunts, je veux dire, sont nourris de l'actualité, en tout cas de l'actualité récente, que ce soit sur les questions liées à la politique, les questions liées, je veux dire, là on vient d'en parler, les questions liées à la pratique religieuse, les questions liées donc justement à le premier texte, je veux dire, un prisonnier, et donc c'est des événements aussi que le pays a connus, des gens se sont retrouvés au cachot et vous semblez ne pas être d'accord avec les manières dont les emprisonnements se sont déroulés. Alors, bon, nous, on n'a pas de jugement à faire là-dessus, on fait partager ce que vous avez écrit. Page 18, nous avons le texte qui a pour titre « La fillette ». Et alors, rapidement, je parle de la jeune fille qui doit braver tant de défis sans pouvoir dire que ça suffit. Dans son processus de socialisation, elle a été initiée à la soumission, une manière de la dépourvoir de toute vision. L'excision, on la lui a pratiquée. L'humiliation, elle en est fatiguée. La discrimination, elle a vécu des souffrances si aiguës qui la rendent à l'école parfois têtue. Elle est persécutée même pour sa virginité, qui est pourtant son intimité, portant ainsi atteinte à sa dignité par ses pratiques de l'Antiquité. Et un petit mot sur ce texte, et on a envie de vous entendre là-dessus. Ce texte-ci, donc le texte sur la fillette, là, on quitte les grands sujets, le sujet, on va dire, même public, quoi, pour rentrer dans un sujet qui est de l'ordre de l'intimité. Là, vous parlez de l'excision, on rentre un peu dans l'intimité, et j'ai envie de dire, voilà, ce sujet particulièrement, qu'est-ce qui explique votre attachement à cette problématique qui est l'excision? Ce thème, d'abord, je l'ai prévu pour un peu décrire la situation, le processus de socialisation de la jeune fille dans notre société. Tout ce qui est fait, c'est pour lui retirer la parole, c'est pour lui retirer ses avis, c'est pour faire d'elle un être soumis. Donc on va lui inculquer des enseignements qui font d'elle un être soumis. Et en dehors de la famille,
elle devient moins battante dans la société, moins d'avis, sauf quelque peu qui ont compris récemment, qui se disent non, l'homme égale femme, donc vous ne pouvez pas m'éduquer à me soumettre. Donc l'excision aussi, j'ai écouté tous les débats sur la question, les arguments avancés ci et là. Donc moi je balance beaucoup plus pour ce qui prône l'interdiction, parce qu'aujourd'hui l'interdiction d'ailleurs ce n'est pas ma position, c'est la position du législateur, puisqu'il existe déjà des lois d'interdiction dans le code pénal et dans nos différents textes. Aujourd'hui l'excision est interdite, donc ce n'est pas ma position, c'est la position de la Guinée aujourd'hui, parce que le législateur représente le peuple. Donc si celui-ci l'a interdit, donc moi aussi je l'ai prévu dans le cadre de cet ouvrage-là. Oui, alors sur cette question, il y a moyen de pouvoir discuter. Je veux dire, aussi, la question de l'excision telle que connue médicalement et même peut-être sur le plan religieux, il y a des positions. Mais ceci dit, il reste clair aussi qu'en tant qu'Africain, autour de l'excision, il n'y a pas que la coupe. Il n'y a pas que, je veux dire... la mutilation. La mutilation, mais il y a toute une institution autour qui font que l'interdiction fait mourir beaucoup d'autres choses. Voilà, les rituels, les enseignements, les messages qui sont traduits, toute une éducation, une façon de penser, etc. C'est pour ça aussi que dans ce débat, comme vous faites allusion à ce débat, dans ce débat, d'autres pensent que, et personnellement je suis de cet avis-là, d'autres pensent qu'on peut demander d'abandonner le couteau, entre guillemets, mais garder l'institution. Comment on fait pour abandonner le couteau? Donc, mais maintenir tout le rituel, toute cette institution qui accompagnait l'excision. Je suis d'accord, je suis d'accord, parce que tout le problème, c'est que la loi interdit, c'est la mutilation, Mais le reste du rituel, il n'y a pas d'interdiction à propos. Donc moi, je ne peux pas m'opposer à cela, étant donné que chaque société a la responsabilité d'inculquer ses valeurs à ses enfants. Donc, mais je trouve que ce soit par l'excision ou que ce soit par d'autres moyens, on peut bien éduquer un enfant, parce que les pédagogues en éducation même disent le plus souvent que les enfants n'écoutent pas, ils imitent. Le plus souvent, ça suffit là que vous soyez dans une famille et que vous adoptiez le bon comportement. Vous ne pouvez pas mettre tous ces livres sur vous à la maison et que vos enfants là ne soient pas là. Vous aussi, vous êtes avec madame, chaque fois vous lisez. Vous verrez que les enfants vont s'amuser à prendre aussi les livres. Donc les enfants imitent. Donc si on est organisé dans notre société, on peut, que ce soit par la voie de l'excision ou autre, on peut enseigner à nos enfants nos valeurs. Mesdames et messieurs, les rescapés du silence, donc ouvrage publié chez les éditions Artige au Sénégal. L'auteur Namori Fofana sur notre plateau ici pour en parler, et donc c'est un plaisir immense de vous savoir nombreux à nous suivre, et peut-être qu'on va vous demander de nous dire aussi, de passage, on en profite, l'ouvrage peut être disponible, où est-ce qu'on peut se procurer de votre ouvrage? L'ouvrage est non seulement disponible à la maison d'édition au Sénégal, mais aussi à mon niveau ici en Guinée. C'est à seulement 70 000 francs. Je l'ai voulu ainsi, c'est la raison même du choix de la maison d'édition, parce que ça permet de rendre l'ouvrage plus accessible, parce que le prix aussi, ça compte. Et certaines maisons d'édition vont fixer des prix qui seront un peu exorbitant, et puis ça ne permet pas aux Guinéens, connaissant son quotidien, de s'en procurer. Et j'ai proposé l'ouvrage non seulement au tout petit jusqu'au dernier niveau, donc
un élève de la 7e ou de la 6e année peut dire à ses parents 70 000 pour un livre, c'est facile. Donc, c'est ce qui explique même la simplicité des textes. Mais aussi, vous avez dit, je ne rentre pas en profondeur. Et ça, c'est propre à la parole poétique. À la différence du roman où on va décrire, quand on rentre là, tous les livres qui sont là et tous ceux qui sont autour de nous. Mais quand c'est la parole poétique, c'est résumé, c'est dire peu, beaucoup en peu de mots. Et il appartient à chaque lecteur et de se donner une idée, une interprétation. C'est pourquoi ça devient une unité dans la variété, une unicité dans la variété. Une unicité dans la variété, jeune plume, je l'ai dit, mais plume avertie, bien entendu. Vous pouvez vous faire votre propre idée. En tout cas, on vous invite à lire l'ouvrage parce que Monsieur Fofana nous propose une balade pour notre part, qui est intéressante en termes de réflexion, intéressante en termes d'action, intéressante en termes d'échange. On fait un bel échange avec lui dans ces textes. Hein. Donc tout de suite, j'ai sous les yeux, page 21, mariage forcé. On n'a pas demandé mon avis, comme si j'étais un être sans vie. On m'a donné un vieux avis, alors que je n'ai aucune envie de vivre cette vie, mais il est aussi inutile, mon avis. Un tel mariage est pourtant contraire à nos lois. Mais que dire à ces hommes sans foi, qui ignorent totalement nos lois? Ils m'exigent leur soi. Eux, c'est comme ça ils conçoivent. Moi, je n'ai pas le choix. Je suis pour eux comme un objet, ils me traitent comme un roi et ses sujets. Mon refus entraînerait aussi des rejets. Ils me rejetteront dans le creuset comme la cuisinière et ses déchets. Ils se servent de moi pour être de la jet set. Oui. C'est un texte aussi inspiré de cette autre réalité sociale, le mariage forcé. Dans la religion, dans nos lois républicaines, le mariage, la première condition posée pour le mariage, c'est le consentement réciproque des futurs époux. Mais il se trouve que dans notre société, on se dit non, toi tu as été proposé au cousin Lansina depuis ton jeune âge. Donc même après, ce n'est pas ton choix, en tout cas on t'envoie là. Et quand je dis aussi, ils se servent de moi pour être de la DSC, donc il y a d'autres. Et le mariage dans certaines familles, excusez-moi, entre guillemets, est devenu un capital, pour rejoindre, si on n'a pas pu par ses propres efforts rejoindre la communauté bourgeoise, il faut passer peut-être par cette belle demoiselle voilà, qui va épouser Monsieur Koné pour... Ah oui, Monsieur Koné est déjà marié. Mesdames et messieurs, Namori Fofana, en plus il est sympa, il me taquine sur le plateau. Les rescapés du silence de ce ouvrage autour duquel on a fait l'entretien avec notre cher auteur, donc qui nous a proposé des textes de poésie dans un recueil sous le titre « Les rescapés du silence ». Ça a été un immense plaisir pour nous de nous recevoir, de vous savoir nombreux aussi à nous suivre de bout en bout autour de cet entretien poétique, sympathique. Mesdames et messieurs, ne quittez pas, nous allons à présent passer à la dernière partie de ce numéro. Il s'agit des questions que les téléspectateurs posent à notre auteur face caméra. Mesdames et messieurs, tout de suite avec notre auteur pour répondre à ces questions. Monsieur Namori Fofana, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Je voudrais vous poser la question suivante. Dites-nous, s'il vous était demandé de résumer votre ouvrage en 3 phrases, que diriez-vous? Le silence est un danger. Il faut le briser quand il y a la nécessité de parler. Namori Fofana, bonjour. Oui, bonjour. Bon, ma question est la suivante. Dites-nous, votre ouvrage-ci s'adresse à quel type de public? C'est un ouvrage qui interpelle tout le monde, la société, la famille et le monde. Et tout le monde, en réalité.
Merci de nous avoir suivis de bout en bout autour de ce numéro qui a été exclusivement consacré à l'ouvrage de M. Namori Fofana, Les rescapés du silence. On se dit à la prochaine autour d'un autre numéro.